Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon, bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions essentielles pour comprendre l'articulation de la mobilité durable et de l'urbanisme durable. Jusqu'à quel point les solutions de mobilité durable peuvent-elles résoudre les problèmes d'urbanisme des dernières décennies? Quels défis doit-on relever pour agencer adéquatement les transports et l'aménagement? Comment doit-on procéder pour choisir des modes de transport aptes à répondre aux besoins de mobilité et à dynamiser les territoires? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec Florence Poliak, professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et titulaire de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente. Spécialiste des questions de gouvernance urbaine et de développement de la ville, Florence a commencé sa carrière universitaire en 2005 à l'Institut d'urbanisme de Grenoble, avant de se joindre à l'UQAM en 2011. Ses activités de recherche portent sur la mise en cohérence de l'urbanisme et du transport, l'évaluation des politiques urbaines d'aménagement et de mobilité, et les outils d'arrimage entre ces deux domaines, comme le TOD pour Transit Oriented Development. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter de la place de l'aménagement du territoire dans les réflexions et les interventions vouées à développer des infrastructures de transport collectif dans une optique de mobilité durable. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Alors, salut Florence, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Olivier, ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Absolument, et c'est partagé. On travaille ensemble sur ce projet, mais on voulait aussi prendre le temps de braquer les projecteurs sur tes expertises et sur ce que tu peux apporter comme contribution pour recontextualiser des notions qu'on tient pour vraies, mais qui sont pas nécessairement vraies. Et tu as beaucoup travaillé sur la question du transport et de son interaction avec l'urbanisme. À l'ère de la crise climatique, de l'action pour l'atténuer, etc., on fait beaucoup référence au transport collectif comme étant en quelque sorte une sorte de solution idéale, quasi miraculeuse pour réparer les erreurs du passé. Autrement dit, je fais le postulat et je te demande si c'est vrai qu'il faut réparer les villes en développant des transports collectifs structurants. Ah oui, on est vraiment dans une période, c'est une question qui est très intéressante, ou une idée qu'on va débattre ensemble, qui est vraiment très intéressante, parce qu'on sent qu'on est dans une période très effervescente. On débat beaucoup, on parle beaucoup de ces questions que tu viens de soulever, en termes de financement du transport collectif, puis face au changement climatique, ça devient comme une urgence de trouver des alternatives à quoi? À l'automobile, en fait. Alors, on en parle beaucoup, puis on débat de ces questions-là, parfois de façon très vive, je dirais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer ici avec toi de prendre un pas de recul, de faire une pause en quelque sorte. Ouais. Peut-être une première idée, et on va voir si c'est une idée reçue ou si c'est un mythe, c'est l'idée que le transport collectif, c'est un enjeu pour les territoires de demain, notamment pour les territoires de banlieue. Et je pense que là, il y a vraiment une question très intéressante à débattre collectivement et en termes de politique, un enjeu dont il faut se saisir, bien évidemment, mais il faut le faire avec un certain nombre de précautions, peut-être le dire ça comme ça. La première chose, c'est que les territoires de banlieue dont on parle, c'est des territoires qui sont effectivement on dit dans notre jargon, très dépendant de l'automobile, c'est-à-dire que les gens qui y vivent n'ont pas vraiment d'autres moyens de transport que l'automobile. Puis ça, c'est une conséquence d'une longue histoire de la formation de ces territoires-là. Alors, on ne fera pas toute l'histoire de ces territoires-là ensemble parce qu'on n'a pas tout à fait le temps, mais quand même rappeler que les banlieues naissent pas simplement autour de l'automobile, elles naissent
à la fin du 19e siècle, à un moment donné où les transports connaissent de grandes transformations et notamment on va avoir des transports de plus en plus efficaces, d'abord le chemin de fer, le tramway, le bus, puis évidemment l'automobile et ça va permettre à nos villes d'avoir une croissance que j'appelle des fois centrifuge, hein, c'est-à-dire qui fuit le centre historique et qui permet à des périphéries toujours plus lointaines de s'urbaniser. Et cette urbanisation, elle est particulière parce qu'elle est peu dense, elle est très ségrégée, c'est-à-dire qu'on a des fonctions résidentielles qui occupent de vastes espaces de territoire, puis à côté, on a de vastes espaces commerciaux, puis des zones d'activité, puis pour évoluer, vivre dans ces territoires-là, l'automobile est le moyen de transport, on va le dire, le plus efficace et souvent le seul, hein, surtout. Il est dominant. Donc, ces territoires qui se sont constitués au cours des 150 dernières années, mais notamment dont la croissance s'est accélérée avec la présence de l'automobile, ont des effets, je vais dire, délétères sur nos sociétés, que ce soit en termes d'impact environnemental, climatique, sur la biodiversité, sur la santé. Et il y a une urgence, en quelque sorte, à trouver des alternatives de mobilité pour les gens qui y vivent, mais aussi, je veux dire, pour la société, pour la planète. Hein, c'est à des échelles, d'ailleurs, qui dépassent ces territoires-là. Donc, le transport collectif apparaîtrait une piste, une avenue de solutions parce que dans le transport collectif, il y a des modes, on appelle ça très capacitaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent emmener beaucoup de monde en même temps et avec une certaine vitesse. Et c'est ça qu'on veut. On veut des modes de transport alternatifs qui puissent concurrencer quelque part l'efficacité de la voiture. Donc, on a des grandes réflexions sur quel transport pour la banlieue et notamment, l'idée, c'est de développer du transport collectif. Avant, on va l'appeler en site propre. Des fois, on va le qualifier de lourd pour montrer qu'il est puissant, il a une certaine efficacité. Et puis, on va aussi entendre parler de transport collectif structurant. Et là, c'est là que la bonne idée, je le répète, c'est d'envisager du transport collectif dans ces territoires-là comme alternative à la voiture. Mais l'idée reçue, puis certains de nos collègues, on a un collègue qui s'appelle Jean-Marc Hoffner qui parle de mythe, c'est d'accoler au terme de transport collectif l'adjectif de structurant de façon un peu automatique. On dit oui, il faut des transports collectifs efficaces, structurants. Et derrière ce terme-là, il y a un début de croyance. Et c'est là qu'il faut vraiment, je trouve, revenir sur ce terme parce que la croyance, ça serait que si on développe du transport collectif, donc dit structurant, c'est que ce transport, en lui-même, il possède des qualités, des effets positifs, un peu spontanés. C'est-à-dire que spontanément, les gens vont le prendre. Spontanément, il va générer une urbanisation plus intéressante. Autour du transport collectif, on va pouvoir faire des quartiers plus denses, plus mixtes. Et quand on dit transport structurant, c'est à ça qu'on pense. Mais souvent, on y pense en imaginant que le simple fait de développer un réseau, par exemple en banlieue, un réseau de transport collectif, ça génère automatiquement des effets positifs, des effets d'urbanisme durable, d'urbanisme mixte, voire des nouvelles mobilités beaucoup plus vertueuses. Or, le mythe, il est dans la croyance de l'effet d'entraînement, de l'effet levier. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas automatique en fait et que ça prend une deuxième action très volontaire qui est celle de l'aménagement du territoire et qu'il faut arrimer les deux. Et c'est des actions complexes à mener mais qui doivent être coordonnées. Et donc derrière, ça suppose toutes sortes de décisions, de ressources, parce que c'est loin d'être spontané, naturel. Parce que dans le contexte nord-américain, la philosophie pour la desserte du territoire en transport collectif, elle est plutôt d'aller desservir les territoires qui se sont développés, plutôt que d'amener une desserte à des endroits où on veut que les territoires se développent. Dès lors, on ne peut pas tellement imaginer que le transport structure l'urbanisation. Au contraire, il la rattrape pour essayer de pallier à son absence jusqu'à ce qu'il soit amené. Oui, alors dans ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que c'est très dur de démêler les effets de l'un sur l'autre, mais oui, là on est dans du rattrapage, très clairement. Quand on a des territoires de banlieue, dont je le répète, qui se sont constitués sur des décennies, c'est des territoires d'ailleurs qui sont difficilement malléables, on ne peut pas jouer dedans en termes d'urbanisation si facilement que ça. Donc, l'idée, c'est effectivement d'amener dans des territoires très dépendants de l'automobile, déjà constitués avec une organisation spatiale, avec des populations, des activités, un fonctionnement, d'amener effectivement sur un territoire dont on a hérité des lignes de transport collectif.
Et là, il y a un gros travail de couture à faire pour s'assurer qu'on passe au bon endroit, qu'il y a suffisamment de densité quand même pour que les gens, on dit qu'il y a de l'achalandage, donc des usagers qui soient susceptibles de le prendre en n'étant pas trop loin des lignes. Donc, il y a une réflexion assez poussée à faire sur où est-ce qu'on le fait passer, ce transport collectif, dans des territoires déjà constitués. La deuxième chose que tu évoques, c'est est-ce qu'on tire des lignes de transport collectif dans des territoires à développer en développement, en émergence. Et là, c'est une question beaucoup plus délicate, parce que ce qu'on veut faire, c'est quand même contenir l'urbanisation dans un périmètre raisonnable, arrêter de gruger, de faire disparaître des territoires naturels, éviter que la fameuse croissance centrifuge se prolonge. On voudrait éviter ça. Et on sait que quand on fait du transport collectif, ça peut générer du développement, donc il faut faire attention à ça. Et puis, si on le fait dans des zones qui ne sont pas encore urbanisées, soit à l'intérieur des périmètres, soit légèrement en pourtour, mais dans un périmètre raisonnable, eh bien, il faut absolument anticiper et accompagner cette nouvelle ligne d'un projet d'aménagement du territoire dans lequel on va essayer d'avoir des principes d'aménagement qui ne sont pas ceux qui ont prévalu depuis 150 ans, donc la dispersion, la faible densité, mais au contraire d'urbaniser autour et à proximité de la ligne et plutôt autour des gares, des arrêts de ce transport collectif, donc gare de train de banlieue, gare de système léger sur rail, pour amener une urbanisation très différente, qu'on qualifie souvent de dense, de mixte, etc., pour que dans ces territoires nouvellement urbanisés, on ait des populations susceptibles de prendre le transport collectif très facilement pour aller travailler, mais aussi de vivre dans leur quartier sans voiture, ou au moins avec beaucoup moins de voitures que s'ils vivaient dans les quartiers résidentiels classiques. Mais la prémisse de cette manière de réfléchir, la capacité du transport collectif à desservir adéquatement ces gens et à répondre à l'ensemble de leurs besoins de mobilité, s'inscrit en faux par rapport à ce que tu mentionnais dans le préambule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en banlieue, les fonctions sont séparées dans l'espace, les gens vivent à un endroit mais travaillent à un autre, le conjoint travaille dans l'Est, la conjointe travaille dans l'Ouest. Les enfants, Comment on fait en sorte que du transport collectif puisse être de haute capacité, à haute fréquence, prennent les gens à leurs origines et les amènent à leur destination quand les patrons de déplacement sont aussi éclatés? Alors, ça, c'est, comment dire, la question qui est très, très importante, celle des besoins de mobilité. À quels besoins on répond? Puis, une autre idée, finalement, un petit peu reçue derrière le transport collectif structurant pour la banlieue, c'est qu'on continue parfois à développer des transports collectifs, certes nouveaux, donc à créer de nouvelles lignes, de nouvelles dessertes, mais dans une perspective périphérie-centre ou centre-périphérie, c'est-à-dire des lignes qui rejoignent effectivement des territoires de banlieue relativement éloignés, mais qui amènent les gens vers le centre de la métropole, où c'est vrai que sont concentrés la plupart des emplois. Mais tu le dis très bien, dans une journée lambda, dans une journée banale de la semaine, une personne, un ménage, un couple, une famille, il y en a qui travaillent dans cette famille, pas toujours tous. Il y en a qui se déplacent pour le travail, mais pas toujours. Il y en a qui télétravaillent, il y en a qui ne travaillent pas, ou peu importe. Et travailler, c'est un déplacement sur 3 ou 4 dans une journée. Donc, pour tous les autres déplacements, il faut qu'on ait aussi des moyens de transport. Et nos lignes dites structurantes, capacitaires, de transport collectif en site propre, elles vont d'un point A à un point B, elles sont fixes par définition. Alors, effectivement, ça veut dire que dans ces territoires de banlieue où, on va le dire comme ça, la vie est éclatée, les destinations sont dispersées, mais ça serait valable aussi pour une partie de la population plus au centre, il faut certainement penser à d'autres modes de transport, à une combinaison, en fait, un cocktail d'offres de transport alternatifs en partie à la voiture et qui ne soient pas uniquement axés sur ces grands réseaux de transport collectif qui, par ailleurs, rappelons-le, coûte très cher à réaliser, ce qui est bien normal parce que ce sont des infrastructures très imposantes, mais il ne faudrait pas, je vais dire ça, réduire l'avenir de la mobilité durable en banlieue au seul transport collectif. Ça serait une erreur parce que pour les raisons qu'on vient d'évoquer, de besoin de mobilité et aussi d'une forme de rigidité, on va le dire quand même, de ces grands réseaux de transport collectif. C'est là que le choix de chaque mode, en fonction de chaque déplacement et du moment où on l'effectue, ramène l'automobile comme étant une des options qui parfois peut être meilleure que celle d'espérer
que le bus va passer au bon endroit à la bonne heure et m'amener au bon endroit parce que sinon j'ai 2 ruptures de charge à mes correspondances ou la trottinette peut servir, mais pas pour Très tout. localement. Et dans cette notion que les transports collectifs soient une des pièces du puzzle, il faut ramener la notion aussi d'une urbanisation, d'une manière d'aménager le territoire qui fasse place à chacun de ces modes, mais qui les encadre peut-être pour que l'automobile ne soit pas le seul choix, Ouais. qu'il soit un des choix. Je pense qu'on serait très riche si on connaissait la réponse, si on connaissait la solution, la clé à cette énigme. Mais dans des milieux comme ceux avec lesquels on doit composer, puisqu'ils sont constitués, on ne va pas passer le bulldozer et reconstruire la banlieue en faisant table rase. Comment est-ce que la réflexion sur l'aménagement du territoire peut impulser la réflexion sur les bons choix de mobilité à faire pour ces territoires? Ben, c'est sûr qu'avec ce que tu as présenté, la voiture apparaît toujours comme un peu plus efficace, un peu plus flexible. On fait du porte-à-porte, on peut emmener plusieurs personnes, on est maître du temps aussi. Enfin, pour toutes ces raisons-là, c'est sûr que la concurrence, je veux dire, comme la façon de concurrencer l'automobile, c'est un vrai défi. Et dans ce défi-là, l'aménagement du territoire peut jouer un rôle majeur en termes de solutions, de stratégie. Puis c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et puis je suis pas la seule où on dit souvent que des bons projets de mobilité durable, c'est peut-être surtout et avant tout des bons projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que dans nos activités quotidiennes, on est pas mal obligé de se déplacer, même encore dans la société post-pandémique dans laquelle on est. Il y a beaucoup de gens qui télétravaillent, mais on l'a dit tantôt, le travail, c'est une de nos activités. Puis dans un ménage, il y a plein d'autres activités qui doivent être réalisées. Et donc, on est obligé de bouger. Puis souvent, on n'est pas du tout maître de la destination à rejoindre. Nos activités sont localisées dans différents endroits. On n'a pas toujours le choix de la destination. Donc, le moyen de transport, il doit être efficace, sécuritaire, confortable, pas trop coûteux pour rejoindre toutes ces destinations-là, puis les enchaîner en plus dans une journée. Mais l'aménagement du territoire, dans ce contexte-là, peut quand même proposer aux populations de rapprocher des lieux de résidence ou des lieux d'emploi d'ailleurs, ça peut être ou des lieux de formation, un certain nombre d'activités. Et ça, l'idée, c'est d'avoir une ville dans laquelle il y a plus de proximité entre toutes les activités, donc notamment par exemple à partir du domicile, on va trouver autour du domicile un petit peu plus de services, un petit peu plus de commerce, du quotidien par exemple, dont on a besoin régulièrement. Donc l'aménagement du territoire, il peut permettre, alors on dit l'aménagement du territoire, l'urbanisme dans les quartiers peut permettre de réfléchir à ce qu'on appelle une ville de la proximité, une ville des courtes distances, et certains parlent d'une ville des 15 minutes, ou des 20 minutes, j'allais dire, peu importe la dénomination, mais c'est l'idée que l'urbanisme doit proposer une organisation du territoire alternative aussi. On parle d'alternative à la voiture, mais il faut proposer une alternative d'organisation du territoire et de localisation des fonctions. Donc, raccourcir les distances à parcourir, rapprocher les activités les unes des autres. Pourquoi? Parce que si les distances sont un peu plus courtes, peut-être qu'on a un petit peu moins besoin de l'efficacité de la voiture. Peut-être qu'on peut un peu plus marcher, peut-être qu'on peut prendre le vélo dans certains cas, peut-être qu'on peut combiner des modes actifs. Je prends mon vélo, je vais dans un quartier, à partir de ce quartier-là, je marche, je reviens en vélo, je marche dans mon quartier pour certains déplacements, mais je prends le transport collectif pour aller travailler. Par contre, je prends mon vélo pour aller faire du sport, etc. Donc, on peut être multimodal ou intermodal, on peut combiner des modes, on peut choisir différents modes en excluant peut-être davantage la voiture. La question en banlieue de rapprocher les activités, elle n'est pas tout à fait simple, on l'a dit au tout début de notre échange, parce que quand même, les maisons, les domiciles sont très dispersés dans l'espace. Donc, ramener de la proximité, donc on va dire de la mixité d'activités dans certains secteurs un peu monofonctionnels, ça pose un certain nombre de défis. C'est pour ça que, on en revient au transport collectif, les quartiers de gare qu'on voit émerger en banlieue sont assez intéressants de ce point de vue-là, parce que on disait qu'on ne peut pas faire table rase de la banlieue. Par contre, autour des réseaux et des nouveaux réseaux de transport collectif, il est possible d'avoir des aires à urbaniser qui ne le sont pas encore ou pas complètement développées, et là, de mettre les ingrédients de cette ville de la proximité. Donc, c'est plutôt des quartiers nouveaux qui vont être proposés à des populations qui
arrivent ou qui voudraient changer de type de quartier. Donc, il y a quand même un potentiel de changement en banlieue. Certainement pas partout. Non. Hein, certainement pas partout. C'est une évidence. Donc, à partir de cette évidence-là, pour les autres quartiers, qu'est-ce qu'on fait? Je vais peut-être déjà mettre des trottoirs dans un certain nombre de secteurs où il n'y en a pas. Envisager que le vélo est une option. Le vélo, c'est quand même un mode de transport très efficace dans des milieux plus ou moins denses. Ça n'a pas besoin d'être des milieux très, très denses pour trouver une certaine efficacité, à condition qu'on ait des infrastructures sécuritaires, confortables, inclusives, en continuité. Donc, vraiment, les territoires de banlieue dont on parle, ils ont des, comment dire, à la fois des potentiels et des contraintes tout à fait particulières et spécifiques, et ça démontre bien qu'il n'y a pas une seule solution de mobilité durable. Pourtant, je veux t'amener sur un des Mhm. thèmes centraux dans tes recherches récentes, qui s'adonne être aussi un thème sur lequel j'ai beaucoup fait de recherches quand tu parles de ces fameux quartiers de gare, particulièrement en banlieue. Depuis maintenant une décennie, le maître mot en matière d'aménagement du territoire métropolitain dans la région de Montréal, c'est le Transit Oriented Development, le TOD. Autrement dit, de l'aménagement articulé au transport collectif ou axé sur le transport collectif. Le choix qui a été fait à l'échelle métropolitaine, c'est d'identifier tous les secteurs dans un rayon d'environ 1 kilomètre d'un point d'accès au transport collectif, une gare de train de banlieue, une station de métro, une future station du REM, mais même aussi des stationnements incitatifs sur un, par exemple, terminus de bus de Ouais. rabattement, Mhm. et de dire, désormais, dans la périphérie immédiate de ces milieux, on va faire de l'urbanisation, comme tu la décrivais, mixte, dense, marchable et surtout favorable à l'utilisation des modes de mobilité durables. Comme si les 155 milieux identifiés étaient tous propices à l'utilisation de cette approche-là. Comme si, au fond, on avait une recette, on avait partout les mêmes ingrédients. Et donc, on avait partout besoin que de un cuisinier ou une cuisinière pour réaliser cette recette-là. Manifestement, ça ne semble pas fonctionner puisqu'une décennie plus tard, la recherche sur le sujet montre que là où une urbanisation relativement mixte, relativement dense apparaît, ce n'est pas autour de ces points d'accès au transport collectif. Et dans la périphérie immédiate de ces points d'accès, l'urbanisation qui émerge n'est pas vraiment telle qu'on souhaiterait. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est le fait qu'on ait peut-être cette idée que c'est une recette, qu'on a tous les ingrédients, qu'il s'agit juste de chercher vraiment à la faire pour qu'on réussisse? Ou est-ce qu'il nous manque quelque chose dans l'analyse? Ah, puis écoute, cette question, elle est évidemment, elle a animé beaucoup de mes recherches, puis on peut le dire de nos recherches, parce qu'on a collaboré sur ce sujet pendant plusieurs années. Puis on parle de Montréal, mais on est capable de l'observer ailleurs. Alors, avec plus ou moins de succès, il y a des villes canadiennes où il y a peut-être un peu plus de succès de ce point de vue-là, d'autres un peu moins, mais c'est très juste, on a les ingrédients. D'ailleurs, il y a des guides, il y a des théories, on sait ce qu'il faut y mettre, mixité, densité, proximité, compacité, on peut nommer tous les principes de cet Tous les urbanisme. IT. Exactement. Et puis, on va commencer par un aspect positif, c'est que c'est inscrit dans les planifications d'aménagement, les planifications stratégiques des grandes régions urbaines du Canada et en Amérique du Nord. Donc, il y a une prise de conscience de la nécessité d'urbaniser différemment en lien avec le transport collectif. On connaît les ingrédients, il y a une volonté, il y a une inscription, il y a des documents de planification, donc il y a des réglementations. Et pourtant, à la fois le nombre de projets, si on revient à la région métropolitaine de Montréal, le nombre de projets qui émergent et qui correspondraient à des TOD, ils ne sont pas si nombreux que ça. Puis il se passe plein d'autres choses un peu en dehors, ou quand il se passe des choses dans ces aires qui ont été identifiées, où on voit pousser des immeubles, on voit de la construction se faire, et qu'on visite ces quartiers-là, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendait, ou si on le confronte au modèle, ou à ce qu'on sait des ingrédients, on trouve qu'il y a quand même, par exemple, pas mal de voitures, que finalement, oui, les gens vivent là, mais prennent peut-être pas tant le transport collectif. Bon, donc on voit bien qu'entre le modèle, les ingrédients, les volontés, et puis la réalité, il y a un grand décalage. Ça, c'est clair, puis on pourrait le montrer dans différents contextes. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette question-là, ce qu'on a regardé avec les équipes, c'est l'enjeu de la fameuse coordination entre les principes de l'urbanisme et les principes de mobilité. Et ces projets-là, ils supposent un très fort arrimage entre deux grands domaines d'action. Donc, on l'a dit, le domaine des transports et le domaine de l'urbanisme. Mais quand on dit ça,
D'abord, on évoque deux domaines qui se sont longtemps ignorés, qui ont des logiques professionnelles, des logiques politiques d'investissement. Enfin, c'est comme des silos, hein. On aime bien cette image-là en politique publique, mais c'est un peu ça, c'est deux grands domaines d'action. Bon, aujourd'hui, on voudrait qu'ils se parlent beaucoup, qu'ils soient très intégrés, qu'ils se coordonnent. Ben, c'est comme revenir sur des pratiques, hein. Faut changer les façons de faire. Ouais. C'est pas du tout une évidence. Mais en plus, ces deux domaines-là ne sont pas du tout homogènes, ils sont très pluridimensionnels. Quand on dit dans un TOD, dans une aire de TOD, dans un quartier de gare, il faut développer du transport collectif et de la mobilité durable, oui, c'est la gare, c'est les fréquences de train, c'est penser à comment on accède à la gare, est-ce qu'il y a de l'intermodalité, est-ce qu'on peut combiner des modes, est-ce qu'on a une intégration tarifaire, est-ce que dans le quartier, quand je marche, ma continuité piétonne me permet aussi d'aller à la gare, est-ce que c'est inclusif, est-ce qu'il y a de l'accessibilité universelle? Enfin, je veux dire, mobilité, déjà en soi, c'est un vaste domaine. Puis là, on dit, ben, ça va être favorisé par un certain type d'urbanisme mixte. Oui, alors, ok. Donc, des résidences, des logements. Quel type de logement? Hein? Là aussi, c'est un univers. Ah, mais il faudrait qu'il y ait des activités pour que les gens, à partir de leur domicile, bon, non, quel type de commerce, quel type de service, quel type d'équipement? Est-ce qu'on met une école? Pas d'école. Est-ce qu'on met de l'emploi? Bon, je m'amuse un petit peu à Quel typer type d'emploi? une liste un peu d'épicerie, mais c'est pas une liste d'épicerie, c'est que arrimer urbanisme et transport durable, c'est construire ce qu'on appelle un projet urbain d'une rare complexité, parce que du point de vue des contenus, il y a toute cette composition à imaginer, puis à coordonner, mais donc du point de vue des acteurs, des parties prenantes, des ressources, il faut aussi qu'il y ait des processus qui permettent de partager une vision commune, donc de définir une vision sur ce quartier, de la partager à l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils puissent aligner leurs intérêts, s'impliquer dans le temps pour marcher dans le même sens, si je puis dire. Donc, pour que ce projet se réalise le plus rapidement possible dans la mesure du possible, mais avec la cohérence recherchée, et les acteurs, je l'ai dit, ils ont leur façon de travailler, leur façon de penser, ils ont leurs propres intérêts, leurs propres raisonnements. Donc, ça prend des processus de coopération pour lesquels, je vais le dire comme ça très rapidement, on n'était pas tellement habitué à travailler comme ça Non. jusqu'à présent. Et j'allais dire surtout en banlieue, enfin notamment en banlieue, peut-être pas notamment en banlieue, où finalement on avait des zones monofonctionnelles qu'on développait parfois avec un seul développeur ou des promoteurs un peu à la pièce, je dirais, tandis que là, c'est un projet très complexe qui est censé changer, je vais dire ça, la face de la banlieue, qui est censé changer le visage de la banlieue, et peut-être refaire un peu de ville en banlieue. Et cette coordination des acteurs, pour l'avoir examiné de près, elle est très complexe à réaliser. Il peut y avoir des dissensus, il peut y avoir des oppositions, des rapports de force. Puis, en plus, il faut que ce projet urbain d'une rare complexité, il intègre les enjeux locaux. Et d'un territoire à l'autre, les enjeux locaux ne sont pas tout à fait les mêmes, en termes économiques, en termes sociaux, en termes de toutes sortes, en termes de, par exemple, d'écosystèmes, de milieux naturels. Et la dimension de l'acceptabilité sociale va aussi entrer en ligne de compte comme un ingrédient assez important. Donc, ça prend du leadership, notamment du leadership politique, ça prend des processus de coopération, ça prend une intégration du ressenti de l'opinion de la population locale, parce que sinon, on risque d'avoir des oppositions très fortes, dans un temps qu'on souhaite pas trop long, pour construire une ville pour les 50 ou les 100 prochaines années. Donc, cette complexité-là explique que parfois, c'est un peu difficile de partir des ingrédients et d'avoir un projet dont le résultat est très, très fidèle. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne veut pas trop qu'il soit si fidèle que ça au modèle. On veut surtout qu'il soit adapté, mais qu'il propose un modèle de durabilité opérationnelle. Et cette opérationnalisation, c'est une boîte noire, on le dit souvent, mais c'est là que se jouent toutes sortes de compromis. Et quand on regarde un quartier aujourd'hui, qu'on va le visiter, il faudrait presque avoir en tête ça pour comprendre pourquoi il y a un stationnement étagé là qui permet à plein de gens de circuler en voiture, puis de venir... c'est bizarre. Bon, il y a eu un arbitrage derrière ce stationnement. Il y a eu des compromis. Il y a eu une discussion avec un promoteur. Voilà. Donc, et ça, c'est quand il est étagé. Parce que quand il est étagé, autour de beaucoup de gares de train de banlieue, il n'est même pas étagé. Et ce qui fait que finalement, dans le kilomètre radial... Le stationnement est toujours un très bon exemple de ces compromis. Oui, presque la moitié de la place. Puis là, tu as mentionné le fait que toutes ces parties prenantes dans cette gouvernance localisée ont des intérêts qui peuvent être divergents.
interviennent avec leur culture professionnelle aussi, parce qu'on n'a pas donné aux autorités de transport collectif le mandat d'urbaniser de façon dense autour de leur point d'accès. Non, c'est On deux leur- mondes, hein. On leur donne le mandat de desservir et de remplir leurs véhicules. Et quand on voit dans leur modèle que de stationner beaucoup de voitures autour de leur gare est la meilleure manière de remplir leurs véhicules, c'est logique qu'elles ne cherchent pas à faire construire des logements. Les promoteurs immobiliers cherchent à rentabiliser leurs interventions. Tout à fait. Donc, plus ce sera dense, mieux ce sera, à condition que ce soit bien ce que le marché désire. Alors, eux, ils cherchent à offrir peut-être de la maison unifamiliale détachée parce que c'est ce que le citoyen lambda demande pour fonder sa famille, accéder à la propriété. Il y a aussi l'idée qu'on intervient sur des temps différents. Tu l'as mentionné, une ville, ça se construit sur des siècles et ça se reconstruit à des rythmes très lents. Amener une ligne de train, construire un stationnement incitatif, ça se fait en quelques mois, quelques années. On n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Mais à encore plus forte raison, il y a cette idée que ce sont toutes des personnes qu'on n'a jamais forcées à s'asseoir autour de la même table pour réfléchir ensemble à ce que la somme de leurs interventions pourrait donner de plus grand que la collection de ces interventions-là. Si bien qu'on est dans la gouvernance multiniveau à l'échelle, Multi-secteur, oui. dans toute sa complexité. J'aurais de peine à trouver une matérialisation plus complexe de cette gouvernance-là. Pourtant, il y a plein d'endroits ailleurs sur la planète où on a manifestement ou vraisemblablement réussi dans les écoquartiers allemands, dans les écoquartiers suédois. Qu'est-ce qui manque au Québec pour qu'on y parvienne? Alors, je vais quand même amener une note tout à fait positive et c'est mon côté toujours optimiste. C'est bien ça. Oui, mais on est dans une période, si on prend le Québec, on est dans une période de transition. C'est un mot de plus en plus utilisé pour décrire la transition socio-écologique. Là, je l'emploie un peu différemment. On est dans une période de changement par nécessité, justement, dans cette perspective de lutte et d'adaptation au changement climatique. Il faut vraiment que tous nos systèmes socio-techniques évoluent, nos pratiques. Donc, il y a une forme d'urgence et je pense qu'il y a quand même des prises de conscience chez les acteurs, et je vais parler des acteurs locaux, municipaux, où on voit, d'ailleurs avec le renouvellement d'équipes municipales, des élus très progressistes et prendre à bras-le-corps ces questions de durabilité, de transition. Et le bilan des 10 dernières années de planification des projets de gare, de TOD qu'on a évoqués, on est quand même capable de repérer qu'il y a eu des échanges productifs. Les cultures se sont rapprochées, les acteurs se comprennent mieux, il y a des compromis et des consensus qui sont admis dans la planification. Donc ça, c'est mon côté optimiste. Je veux dire, le travail de coordination a donné lieu à du partage de culture entre ces acteurs de mondes très diversifiés. C'est plus comme il y a 10 ans. Les acteurs se parlent, se comprennent mieux, échangent. Il y a quand même des planifications qui ont donné lieu, à une diffusion d'une meilleure compréhension des enjeux, des cultures, localement, mais aussi globalement à l'échelle de la région. Puis on le voit dans d'autres villes du Québec aussi, puis même dans d'autres villes du Canada. Donc, on a progressé chez les acteurs, dans les institutions. On le voit dans les documents de planification. La difficulté, c'est l'opérationnalisation, c'est la réalisation. Et alors là, je ferai 2 commentaires de nature un peu différente. Si on compare à d'autres quartiers, on parle beaucoup des écoquartiers en Europe comme point de comparaison. Donc, des quartiers très durables qui n'ont pas tout à fait Oui, c'est des quartiers où on arrime l'urbanisme et le transport collectif et la mobilité durable, mais aussi il y a des enjeux énergétiques, d'éco-construction aussi. Enfin bon, c'est des histoires un petit peu différentes, je dirais. C'est pas tout à fait les mêmes aménagements, mais quand même, c'est des exemples d'arrimage mobilité durable, urbanisme durable, tout à fait intéressants. Mais je dirais que les écoquartiers, il y en a souvent un dans une ville. 1 ou 2. C'est pas non plus des expériences qui se sont multipliées au point de donner des villes durables à l'échelle d'une région, par exemple. Donc, on voit bien que c'est souvent exemplaire, d'ailleurs. C'est souvent parfois une expérimentation, parfois exemplaire, puis que ça a du mal à essaimer aussi à une certaine échelle. Donc, je voudrais le rappeler parce que c'est pas comme si on avait des villes en Europe où il y avait des écoquartiers partout, et puis tout d'un coup, la ville au complet changeait de façon de se déplacer. C'est quand même parfois aussi très contextualiser la réussite de ces quartiers. Donc ça, c'est ma petite parenthèse et ça n'enlève rien à l'expérience, mais ça montre aussi des formes de difficultés. Puis souvent, on a mis beaucoup d'argent, c'était très expérimental, il y a eu des financements, par exemple européens, et donc c'est un autre contexte. Et justement, j'en viens au contexte québécois
Qu'est-ce qui manque au Québec? Ben, c'est peut-être ce que je disais tantôt, on est dans une période de changement, donc on n'est pas arrivé à maturité de ces choix stratégiques qu'on essaye de faire. Notamment, il y a des enjeux de financement. Alors, on peut dire à ce podcast-là qu'on est au lendemain du dévoilement du budget 2024 du gouvernement provincial du Québec, et on voit bien que la question du financement du transport collectif est encore un sujet à débat. Enfin, il n'y a pas d'évidence pour le palier provincial à financer, à développer des projets d'infrastructure. Ben déjà, ça, c'est une limite flagrante. On a à Montréal des lignes de train de banlieue qui sont tout à fait un bel héritage d'une histoire récente là-de. Mais il faut de la fréquence, il faut du confort, il faut de la modernisation, il en faut d'autres. Il faut peut-être aussi d'autres types de réseaux. On n'est pas très enclin à développer des réseaux de bus, mais peut-être qu'on peut développer aussi d'autres types de réseaux. Donc, le financement du transport en général, collectif, de la mobilité durable, c'est quand même une des problématiques qui est une vraie différence par rapport à l'Europe, je dirais. C'est une vraie différence. Et ensuite, ben, la deuxième, pour moi, c'est ces projets dont on a parlé des TOD, ça prend un leadership politique fort, ça prend une volonté politique forte, locale, notamment municipale, pour mener le projet, pour le tenir de bout en bout, parfois au-delà d'un mandat aussi électoral. On l'a dit, les temporalités, c'est pas 3, 4, 5 ans, c'est des transformations urbaines sur 10 années. Donc, il faudrait une continuité dans la volonté politique et dans la mobilisation d'outils qui sont à disposition des municipalités, d'outils réglementaires forts pour, il n'y a pas de doute, encadrer le marché. C'est-à-dire orienter la construction immobilière, orienter la venue d'activités, orienter la venue d'emplois dans ces quartiers-là pour assurer une certaine qualité de vie, une certaine accessibilité et ne pas laisser le marché immobilier en général ou le marché privé dominer le projet. Parce que les intérêts, on l'a dit, sont divergents. Et donc, la perspective, ça doit être celle d'un projet d'urbanisme durable, d'urbanisme dédié à la transition socio-écologique. Et pour ça, il faut qu'il y ait des garde-fous, je dirais, forts. Et donc, une réglementation, un leadership. Et ça, il n'y en a pas partout. Il n'y a pas partout cette volonté. Puis des fois, c'est dur de négocier avec des acteurs privés. C'est dur de tenir la barre. Et on l'a dit, il y avait eu des cultures dans le passé où l'urbanisation était plutôt inféodée à des promoteurs. Et là, faut inverser cette tendance-là. C'est parmi quelques-uns des ingrédients majeurs. Mais je trouve que, j'espère en tout cas que les changements qu'on note, quand ils sont positifs, vont pouvoir s'installer dans la durée, prendre de l'expansion et devenir la norme. Le leadership, la volonté, la réglementation, voilà. On va l'espérer parce qu'il y a quelque chose, une forme d'urgence qu'on a signalée déjà. Et cette urgence passe notamment par un meilleur financement pour qu'il y ait davantage de transports collectifs, sur un renouveau des pratiques, des réflexions en matière d'urbanisme durable et de la place de la mobilité durable dans tout ça. Je suis content de t'entendre plutôt optimiste, voir le verre comme étant peut-être à moitié plein. Si on avait fait le même bilan il y a 10 ans, tu aurais dit qu'il est peut-être juste au quart plein. Il est en train de se remplir. Qu'est-ce qui, pour les 20, 30, 40 prochaines années, t'apparaît comme l'enjeu peut-être sur lequel on a le moins cheminé, puis sur lequel on a le plus de chemin à faire pour atteindre les objectifs, s'assurer que quand nos enfants auront notre âge, ils puissent jouir d'une société en équilibre où l'écologie, l'économie et le social sont articulés, harmonisés. On a encore tendance à réfléchir un peu à l'envers dans les projets de transport et de mobilité dits durables. On sent quand même que dans la société, il y a des tensions très très fortes sur ces arbitrages à faire entre automobiles et autres modes de transport. Et on voit que ça suscite des passions, ça déchaîne des passions. Comme si on n'œuvrait pas tous dans la même direction, comme si la mobilité durable, c'était pour certains et pas pour d'autres, comme s'il y avait des incompréhensions mutuelles, alors que là où il faudrait cheminer, c'est que quand on parle de transition socio-écologique, de lutte au changement climatique, quand on dit qu'il faut changer les habitudes de mobilité, c'est pour le bien-être, la santé, le bénéfice écologique et planétaire. C'est pour tous. C'est-à-dire que c'est pas vrai que la mobilité durable, c'est juste pour certaines personnes. Bon, à cause des impacts sur le climat, à cause des impacts sur la santé, ça concerne tout le monde. Et c'est plutôt l'idée d'un bien collectif, d'un intérêt général. Ça, c'est sûr qu'on voit qu'aujourd'hui, ça, c'est pas compris. En tout cas, ça vient chercher toutes sortes de réactions très passionnelles. Et il y a quelque chose là qui m'interroge beaucoup sur le rôle, par exemple, des chercheurs, des politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
apaiser et faire mieux comprendre mieux se comprendre les uns les autres, mieux comprendre les situations individuelles, mais aussi envisager un horizon collectif qui aille vers cette transition socio-écologique, parce que c'est vraiment pour le bien-être de tous et toutes, et aussi pour la préservation des écosystèmes, etc. Bon, donc ça, c'est un premier point. L'autre chose sur laquelle, dans ce débat-là, je trouve qu'on est très mal outillé, c'est qu'on a tendance toujours à proposer les solutions avant de définir les problèmes. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à brandir un mode de transport, quel qu'il soit, comme une solution, la solution, alors qu'il n'y a pas de mode de transport a priori plus vertueux qu'un autre, en tout cas dans le transport collectif. Donc, la personne dit, moi, je pense qu'il faut un tramway, il faut un métro, c'est ça qu'il faut. Ben, peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres options parce qu'on réfléchit un petit peu à l'envers, hein. Il y a ce réflexe de brandir le mode comme solution et on n'est pas suffisamment attentif aux situations et aux diagnostics, c'est-à-dire d'avoir une bonne compréhension des besoins des populations, des potentiels des territoires, pour ensuite, là aussi, débattre et certainement un peu collectivement des meilleures options qui s'offrent à nous pour satisfaire la mobilité de tous et toutes et atteindre nos objectifs de transition écologique, de lutte au changement climatique, justement pour que les bénéfices soient les plus grands, soient les mieux répartis dans la population, qu'on aide les populations plus vulnérables, plus en difficulté, qu'on ne dépossède pas les gens de leur mobilité à tout prix en les mettant dans des situations pas possibles. Enfin bon. Et on a tendance aujourd'hui à être sur des positions très en lien avec le mode, avec la technologie de transport, ou l'infrastructure, alors que ce n'est qu'une infrastructure matérielle. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans en arrière, j'avais participé à un débat et on m'avait posé la question, est-ce que vous êtes pour ou contre le tramway? Et j'avais dit, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur le tramway. Et quand? Et pourquoi? Comment? Peut-être. Voilà, enfin bon. Donc, et ça, je trouve que ça vient biaiser beaucoup les débats, là, énormément, parce que ça cristallise des représentations, des idées reçues, ou peu importe, ou des passions, hein. Et on débat pas, j'allais dire, des vraies affaires, c'est-à-dire, c'est quoi le besoin? C'est quoi les difficultés des gens? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'objectif? Et en général, se greffe sur la solution du mode brandi, la question du coût. Alors là, on a des débats très binaires sur je veux ce mode-là, mais ça coûte tant. Non, moi, je te propose ce mode-là, il coûte moins cher. Enfin, des débats assez peu constructifs, en fait, assez peu substantiels. Et ça, je trouve qu'il faudrait absolument qu'on change les façons collectives d'envisager les solutions de transport. Et on le redit, c'était l'objet de notre discussion, Olivier, de penser que c'est peut-être avant tout un projet d'aménagement du territoire. Peut-être que le transport, c'est juste le moyen technique de déplacer les gens et que donc, cette discussion-là, elle doit être très, très, très ancrée dans les territoires, leur potentiel, les aménagements qui viennent se combiner à l'offre de transport. Et là aussi, on a vu il y a quelques expériences récentes qui montrent que quand on parle trop de mode, on ne parle plus d'aménagement du territoire. Et ça, c'est une autre erreur. Alors, restons optimistes quand même sur le fait qu'on puisse y arriver, mais je trouve que c'est des débats un peu trop polarisants, un peu trop stériles. Je vais le dire comme ça, un peu trop stériles en fait. Merci Florence de Merci. t'être prêtée au jeu. J'espère qu'on réussira à matérialiser ta vision dans les prochaines générations. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Voilà, c'est dit. Le transport collectif est assurément une pierre angulaire de la transition socio-écologique, mais il n'est qu'un des nombreux ingrédients du cocktail de la mobilité. Sa capacité à impulser une dynamique de déplacement plus durable dépend d'abord et avant tout de son insertion minutieuse au sein des territoires en transformation. Si je devais résumer cet échange avec Florence Polyack en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, les villes et les banlieues que plusieurs parties prenantes du domaine de l'aménagement du territoire voudraient réparer sont le produit de plusieurs décennies d'étalement urbain. Le transport collectif ne peut pas renverser une tendance aussi profondément ancrée. Dans un monde idéal, il peut tout au plus être le catalyseur de transformations déjà enclenchées, à condition qu'il soit bien agencé à l'urbanisme local et à son contexte particulier. Deuxièmement,
La mise en œuvre de la mobilité durable doit prendre appui sur une action collective territoriale axée sur la coordination du transport et de l'aménagement. Pour être couronnée de succès, cette coordination doit se construire localement par la coopération de parties prenantes des échelles locales et régionales, des secteurs publics, privés et associatifs, et des domaines du développement urbain et de la mobilité. Troisièmement, enfin, on met la charrue devant les bœufs quand on choisit les modes de transport avant d'avoir identifié les besoins de mobilité et, surtout, avant d'avoir caractérisé le milieu sur lequel on cherche à intervenir. Le meilleur projet de transport pour un territoire donné est toujours celui qui prend appui sur ses potentiels en matière d'aménagement et qui agit en synergie avec ses stratégies d'urbanisme. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec Florence Poliac? Quels sont les principaux défis que les collectivités québécoises devront relever en matière de mobilité durable? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Légendes urbaines.